ils vont découvrir Étienne Delaune. Donc c'est un artiste de la Renaissance, un graveur, un orfèvre, quelqu'un qui a eu une carrière longue, qui a voyagé un peu partout en Europe et qui ne parle plus aujourd'hui au grand public, mais qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'art du XVIe siècle et que pour la première fois le château d'Écouen va remettre à l'honneur. Alors Delaune, on sait assez peu de choses finalement sur sa vie parce que à la Renaissance finalement les sources qu'on peut avoir sur ce genre d'artiste artisan, eh bien c'est avant tout des documents d'archives qui sont assez arides, donc on va savoir quand est-ce qu'il se marie, où est-ce qu'il fait baptiser ses enfants. On va avoir comme ça un certain nombre de petits repères chronologiques sur sa vie et sur ses déplacements, mais au-delà de ça, c'est dur de le repérer et la source principale finalement c'est son œuvre, ce sont ses estampes parce que il grave en fait tout au long de sa vie et elles sont toujours signées et parfois datées, donc ça nous donne un repère chronologique et parfois géographique puisque certaines portent le nom d'une ville comme par exemple Augsbourg, donc voilà, ça va nous donner des informations sur l'existence de Delaune. Alors Delaune, pendant très longtemps, on a considéré qu'il inventait ces modèles et qu'ensuite il les gravait, ce qui fait qu'on lui attribuait donc non seulement ce grand corpus gravé d'environ 443 estampes, mais on lui a attribué également un grand nombre de dessins qui étaient mis en lien avec ces estampes. Et puis récemment a réémergé une autre figure, celle du peintre Baptiste Pellerin, à qui on a redonné en fait une grande partie de ce corpus qui auparavant était donné à Delaune. Et donc Delaune se contentait entre guillemets de graver, même si en réalité le graveur avait finalement une importance équivalente, voire supérieure à l'inventeur. La question de l'invention à la Renaissance n'est pas perçue de la même façon que notre image à nous du XXIe siècle, où justement l'invention a une grande noblesse et puis ensuite celui qui exécute n'est qu'un prestataire. À la Renaissance, la question de la réalisation finale est presque plus importante et le graveur finalement qui va être celui qui va diffuser le modèle et qui va avoir la force de frappe commerciale pour justement le diffuser un peu partout, eh bien va employer un peintre pour lui fournir des modèles et c'est en quelque sorte le peintre qui est son prestataire et non l'inverse. Donc on est vraiment dans un rapport de valeur qui est inverse par rapport à ce que nous on pourrait avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout de notion de copyright à la Renaissance. Il y a quelques artistes qui justement essaient de protéger leurs œuvres, mais c'est quand même assez rare. Et de façon générale, les artistes ont plutôt intérêt justement à ce que leurs motifs soient largement diffusés. Ça participe à leur notoriété. Et puis par ailleurs, quand une estampe se vend bien, c'est aussi un revenu commercial qui est intéressant pour le graveur. Et du coup, les motifs de Delaune vont se diffuser à travers l'Europe. Les artisans vont avoir dans leur fond d'atelier ces feuilles d'après Delaune et vont piocher des compositions gravées de Delaune pour leurs propres objets et sans aucune notion de copyright. Chacun est libre de se servir et l'imitation étant la forme la plus noble de flatterie, c'est plutôt valorisé qu'un motif ait du succès. La représentation d'atelier à la Renaissance, c'est pas fréquent parce que des ouvriers au travail, ce n'est pas un sujet noble. Et donc pour le XVIe siècle, on n'a que 3 représentations d'ateliers d'orfèvre, les 2 de Delaune étant de très loin les plus précises. Donc quand on s'approche, on voit tous les outils représentés avec beaucoup de fidélité et surtout on voit un certain nombre de techniques et de gestes qui nous sont connus par les textes mais que finalement on est assez rarement illustrés. Et donc ces ateliers, c'est vraiment un bon témoignage de ce qu'était un atelier parisien de la Renaissance avec tous les âges de la vie représentés. Dans celui-ci par exemple, on voit à la fois un petit apprenti, donc là il est appuyé sur le bord de la forge en train de manger une pomme, mais il faut bien imaginer que la plupart du temps il travaille et il apprend et il se forme au contact des ouvriers plus âgés, donc les compagnons qui sont représentés ici dans diverses activités, l'un en train de ranimer la forge, un autre en train de mettre en forme ce qui va certainement être un grand gobelet, et puis à l'arrière on en voit un qui est occupé à ciseler un décor sur un grand bassin. L'intérêt aussi, c'est de voir à l'arrière-plan un personnage qui est à la fenêtre en train de discuter avec quelqu'un, qui a son bonnet à la main, qui est certainement le chef d'atelier, parce qu'il ne faut pas oublier que les ateliers à la Renaissance sont aussi les boutiques. Et généralement, ils sont ouverts sur la rue et la fenêtre tient lieu à la fois de vitrine et puis d'espace de communication. Donc, on a cette double dimension marchande et comment dire, de fabrication de l'atelier. Et puis, il y a vraiment
plein de détails qui montrent cette connaissance de Delaune des ateliers, ne serait-ce que par exemple au premier plan, on a un espace de terre battue qui se trouve devant la forge. Les ateliers d'orfèvre, d'un point de vue de dangerosité, c'est peut-être le pire pour la Renaissance, parce que c'est des ateliers où justement il y a des forges. Or l'incendie est particulièrement craint puisqu'il peut ravager en quelques minutes un quartier, et donc il y a un certain nombre de réglementations quand même pour éviter que des incendies se déclenchent, et notamment l'obligation que devant les forges, eh bien, il y ait de la terre battue et non pas du parquet. Donc on voit que tout l'atelier est parqueté, sauf cet espace devant la forge où il y a de la terre battue. Et c'est vrai que c'est qu'un détail, mais déjà pour l'historien ça donne une vision de ce qu'était un atelier, et puis ça montre bien cette connaissance de Delaune. Alors cette coupe est assez spectaculaire, c'est l'un des très beaux prêts de l'exposition. Elle appartient donc au musée du Vatican qui nous l'ont exceptionnellement prêtée donc, à l'occasion de cette exposition Étienne Delaune. C'est une pièce d'orfèvrerie civile à l'origine, c'est-à-dire que c'est un objet d'apparat qu'on va avoir sur un dressoir ou de façon très exceptionnelle pour présenter des confitures ou des desserts pour un banquet ou un repas, mais elle a été plus tard dans son histoire modifiée pour en faire un objet religieux. Vous le voyez ici, elle a une croix sur le dessus, et puis tout autour, on lit une inscription qui indique que c'est un reliquaire de Sainte-Cécile et de Saint-Blaise. Ça s'explique parce que, à la toute fin du XVIe siècle, le cardinal Sfondrati fait exécuter des fouilles sous l'autel de l'église Sainte-Cécile de Trastevere à Rome, et on trouve sous cet autel le corps de Sainte-Cécile et le corps de plusieurs autres martyrs, et le cardinal décide donc, pour présenter ces reliques, de faire don à l'église d'une quarantaine de reliquaires. Donc il pioche dans ses propres collections, et il fait aussi l'acquisition d'un certain nombre de pièces d'orfèvrerie sur le marché, mais des pièces qui à l'origine ne sont pas conçues comme des pièces d'orfèvrerie religieuse, qui doivent donc être modifiées pour acquérir cette nouvelle fonction, d'où la croix, d'où l'inscription, et d'où, en s'approchant, un certain nombre de petits trous qui sont percés sur le pourtour de la coupe et qui permettaient de faire passer un fil de soie rouge afin de sceller l'objet une fois que la relique était placée à l'intérieur. Et cette pièce absolument magnifique, eh bien, est sortie de l'atelier de Mathurin Lusso, qui est orfèvre de Catherine de Médicis. On suppose que cet objet est sorti de son atelier dans les années 1560, et s'il est présenté dans l'exposition, c'est parce que Étienne Delaune travaillait dans l'atelier de ce Lusso, et donc a probablement mis la main à cet objet, puisque dans l'organisation des ateliers à la Renaissance, ce n'était pas un seul ouvrier qui faisait un seul objet, mais au contraire, chacun avait une spécialité et venait contribuer au fur et à mesure de la fabrication de l'objet, soit à la mise en forme générale, soit au décor, soit à l'émaillage, et par conséquent, on avait des objets à plusieurs mains qui, à la fin, étaient poinçonnés par le maître d'atelier. Donc les mois de l'année, c'est vraiment un thème particulièrement populaire et fréquent à la Renaissance. On les retrouve sur tout type de support, allant de l'émail au vitrail à l'orfèvrerie. Et ici, on a un exemple assez remarquable de vitrail au mois de l'année. Donc c'est le mois de janvier qui est représenté et qui reprend de façon particulièrement exacte une estampe de Delaune. Le vitrail reprend l'estampe format 1, donc c'est vraiment une copie conforme, avec cette scène très caractéristique du mois de janvier, où on voit justement à un moment où les cultures sont à l'arrêt pendant l'hiver, eh bien, les populations nobles en train de se restaurer autour d'une belle cheminée, tandis que les populations paysannes, elles, sont représentées sur le bord de la composition. Une petite bonne femme ici est en train de casser la glace pour aller puiser de l'eau, et ce thème des saisons qui se déroulent illustrées par à la fois les activités agricoles pendant les mois où il y en a, et puis par les repas et les scènes de froid où tout est à l'arrêt et où on se renferme chez soi quand on le peut. C'est vraiment une thématique qui est courante dès le Moyen-Âge et que Delaune a gravé à 2 reprises dans 2 séries différentes. Ici, le vitrail faisait partie donc d'une composition plus large où il y avait certainement 3 ou 4 panneaux de plusieurs mois de l'année
fermé, aligné et monté, ça pouvait être monté dans une demeure civile. On a souvent tendance à associer les vitraux à un contexte religieux, mais en réalité à la Renaissance c'était aussi quelque chose de très fréquent dans les demeures aristocratiques et le thème des mois s'y prêtait particulièrement bien. Donc sur le mois de janvier d'après Delaune, on a à la fois la scène proprement du mois en partie centrale et puis on a une bordure très travaillée, très soignée avec un certain nombre de motifs décoratifs qui vont illustrer le mois qui est représenté au centre. Donc ici, pour janvier, bien sûr, on retrouve à la fois des légumes d'hiver mais aussi un soufflet, des bottes de fagot, un Janus à 2 têtes qui illustre le passage des mois, le mois de janvier, et puis toute l'activité qu'il y a pendant le mois. Et donc pour les mois suivants, on va retrouver en fonction des saisons des raisins, du blé. Donc il y a vraiment cette cohérence entre la scène historiée au centre et puis ce décor ornemental qui est porté sur le pourtour. Et toutes ces scènes sont gravées d'après des compositions de Baptiste Pellerin. Donc les 2 assiettes qui sont présentées ici viennent d'une collection écossaise, celle du duc de Buccleuch, qui en possède donc toute une série sur la thématique du fils prodigue. Et ce sont des assiettes fabriquées en Angleterre en 1568-1509 dans l'atelier d'un orfèvre qui nous est connu via son poinçon, qui s'appelle Robert Flint. Et la forme de ces assiettes nous indique qu'il s'agit d'assiettes à dessert qui, donc dans la typologie anglaise pour ce type d'assiette, portent donc un décor gravé. Et ici, il y a aussi une marque pour le graveur qui est intervenu dessus, c'est-à-dire que l'orfèvre a sous-traité en quelque sorte la partie décor à quelqu'un qui était graveur de formation. Et effectivement, on a sur les 2 assiettes un décor très soigné de motifs floraux sur l'aile et puis une scène historiée au centre qui illustre cette histoire du fils prodigue. Donc on a un peu le début et la fin de l'histoire puisque l'assiette du haut nous montre le fils quittant son père pour aller tenter sa chance sur les routes, et puis la dernière scène, c'est la scène bien connue du banquet. Le fils revenant à la maison de son père, ayant tout perdu, se voit accueillir de façon particulièrement festive par son père qui donc organise un grand banquet en son honneur. Et ces 2 scènes sont tirées d'estampes de Delaune, mais pas en réalité d'estampes à thématique du fils prodigue. Delaune n'a pas gravé d'histoire du fils prodigue, il a gravé en revanche une histoire d'Abraham où l'orfèvre, enfin le graveur plutôt, est venu piocher pour décorer ces 2 assiettes, et ça montre bien qu'on ne va pas se préoccuper de savoir quelle est la destination d'origine d'un motif iconographique. Au sein d'un atelier, on a un certain nombre de modèles. L'orfèvre ou le graveur va chercher une scène de banquet, il va donc aller regarder ce qu'il a en stock et copier justement une scène qui lui paraît correspondre. De savoir si c'était effectivement ce que le graveur Delaune ici avait voulu représenter n'entre pas du tout en ligne de compte. Le motif iconographique acquiert une indépendance par rapport à la destination première qu'il a pu avoir au début. Donc Delaune a beaucoup gravé de motifs de grotesque, et les motifs de grotesque bibliques sont ceux qui ont servi à l'artisan qui a fabriqué cet objet, donc qui est une écritoire, un objet destiné donc à poser des livres ou à poser une feuille pour y écrire, qui est, comme tous les objets de la Renaissance, un objet nomade. Il faut qu'il soit maniable parce qu'on va le transporter de résidence en résidence. Et ici, bien sûr, c'est le décor qui est porté dessus qui frappe l'œil. C'est une marqueterie d'ivoire, et l'ensemble une bonne partie plutôt des motifs qui sont portés dessus sont inspirés justement de ces grotesques bibliques de Delaune. On y voit Adam et Ève, la tour de Babel, Caïn et Abel, et tous ces motifs, eh bien, sont copié de l'estampe. Et ce qui est frappant, c'est que vraiment l'estampe, on le sent qu'elle est conçue pour les arts décoratifs. Delaune a gravé en blanc sur fond noir, et ça rend les motifs immédiatement lisibles. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ici, la personne qui a fait la marqueterie a choisi de reproduire en ivoire sur bois. Et bien, ce qui est en ivoire sur l'objet est en blanc sur l'estampe, donc il n'y a pas de travail d'interprétation à faire. C'est vraiment presque du prêt à l'emploi pour l'artisan. Cet objet
qui est vraiment spectaculaire, a aussi une provenance très prestigieuse. Il appartenait au duc d'Urbino Francesco Maria II, qui donc règne sur Urbino au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Et à l'intérieur de l'écritoire, quand on ouvre le couvercle, on voit à la fois un grand crucifix et puis les armes du duc. Et cette thématique religieuse présente à la fois sur le couvercle et à l'intérieur de l'objet nous indique que c'était un objet qui était certainement utilisé pour des pratiques de dévotion privée. Ce n'était pas forcément le cas pour les écritoires, mais très clairement, celui-ci, vu son décor religieux, était destiné aux dévotions ducales. Pour clore l'exposition, on a choisi de montrer un objet qui, de façon générale, est plutôt regardé avec suspicion ou parfois caché même au fond des réserves, parce que c'est un objet qui est faux, qui a été fabriqué, on pense, à la fin du 19e siècle par un faussaire bien connu qui s'appelle Reinhold Wasters. Et cet objet, c'est ce très beau pendentif avec un motif de Caïn et Abel, qui donc associe un motif central tiré de Delaune et une monture, elle aussi, ornée d'un certain nombre de motifs tirés des estampes de Delaune. Toute la problématique de cet objet, c'est de savoir si l'ensemble est faux ou si une partie peut être Renaissance. On a en particulier quelques doutes sur la partie centrale qui pourrait peut-être être sauvée de l'opprobre qui se jette sur l'ensemble de l'objet. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le faussaire Wasters soit est à l'origine de l'ensemble de l'objet, et dans ce cas-là, il a vraiment une bonne connaissance de l'art du XVIe siècle et des sources décoratives du XVIe siècle, puisqu'il est allé piocher aux mêmes sources qu'un orfèvre du XVIe siècle, il est allé piocher chez Delaune, et même si le centre du bijou est original et date bien du XVIe siècle, le faussaire, encore une fois, a une très bonne connaissance de l'art du XVIe siècle, puisqu'il identifie que c'est Delaune et qui fait une monture qui est cohérente par rapport à l'objet qu'on lui a demandé de monter. Donc, dans tous les cas, c'est un objet qui, je trouve, fait honneur à Delaune, puisque c'est un assez bel hommage qu'un faussaire au 19e, pour faire vrai, eh bien, aille piocher dans Delaune. Et puis, quelque part, ça montre aussi que ce qui est efficace et utile aux artisans au XVIe siècle, c'est-à-dire des estampes qui sont vraiment conçues pour les arts décoratifs, fonctionne tout aussi bien au 19e siècle, et qu'on continue justement à connaître et à exploiter l'œuvre de Delaune bien après sa mort. Et c'est pour ça que le nom de Delaune, qui n'a jamais été vraiment porté à l'attention du grand public, méritait ici qu'on lui consacre une exposition, parce qu'il a vraiment modelé les arts décoratifs de la Renaissance, mais bien au-delà, puisque justement, jusqu'au 19e siècle, on continue à produire d'après ces modèles. Ce qui m'a le plus étonné en préparant l'exposition, c'est vraiment la masse d'objets qu'on a trouvés. Parce que Delaune, le fait qu'il ait une influence sur les arts décoratifs, c'était dit et c'était connu, mais il n'y avait jamais eu justement de recensement un peu systématique justement de tous ces objets. Et on savait qu'il avait été beaucoup copié par les émailleurs, par les orfèvres, mais là, l'exposition a vraiment permis de montrer le panel quasiment exhaustif de toutes les techniques que l'on a pour les arts décoratifs à la Renaissance. Donc l'émail et l'orfèvrerie bien sûr, mais aussi le vitrail, mais aussi le textile, mais aussi le mobilier. Donc on trouve du Delaune absolument partout. Et c'est pour ça que même si le nom de Delaune est longtemps resté un peu confidentiel, en revanche, le type de motifs qu'il a produit, lui, se sont répandus de façon assez uniforme sur toute l'Europe. Merci beaucoup.